Arrête ça. Tu me fous les jetons. Rends-moi mon pognon, espèce de sorcière. Moi, c'est Jake, 34 ans. Pendant des années, j'ai sincèrement cru que ma relation reposait sur le respect, un vrai partenariat. En fait, je n'étais qu'un distributeur de billets sur pattes avec des sentiments. Je bosse dans les logiciels médicaux à San Diego. Un bon salaire, une sécurité de l'emploi en béton, j'ai trimé pour en arriver là. Michelle, ma copine, avait 31 ans quand tout a explosé. On était ensemble depuis presque 3 ans. On s'était rencontrés par des amis lors d'une soirée networking en ville. À l'époque, elle travaillait dans le marketing pour une start-up de la tech. Elle gagnait bien sa vie, environ 70 000 $ par an. Elle avait son propre 2 pièces dans un quartier sympa. Elle semblait totalement indépendante, elle gérait sa barque. Elle était extravertie, pleine d'énergie, drôle. Elle avait ce rire qui donnait le sourire à tout le monde. J'ai craqué fort, et vite. On parlait tout le temps de l'avenir, se marier dans quelques années, acheter un truc avec un jardin, des enfants, la totale. Tout semblait juste, naturel. Puis, au bout de 2 ans environ, Michel a perdu son boulot. Des coupes budgétaires dans toute la boîte. Ils ont sabré tout son service, 15 personnes sur le carreau. Elle était anéantie. Enfin, qui ne le serait pas? Ce boulot, c'était son identité, ce qui donnait un sens à sa vie. La première semaine, elle arrivait à peine à sortir du lit. Puis, elle s'est ressaisie et a décidé de se lancer en freelance. Elle a commencé à faire du conseil en marketing, de la gestion de réseaux sociaux pour des petites entreprises, du contenu pour des marques locales. Elle charbonnait sans arrêt pour grappiller des revenus. L'argent rentrait de façon irrégulière et on pouvait lire le stress sur son visage chaque jour. Au début, je l'ai simplement soutenue, vous savez, émotionnellement. Je l'écoutais pendant des heures, pester contre des clients cauchemardesques qui changeaient d'avis tout le temps. On fêtait dignement chaque contrat décroché. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'elle finirait par retomber sur ses pattes. Mais j'ai aussi commencé à l'aider financièrement, sans vraiment y réfléchir. J'ai payé l'intégralité de son loyer quelquefois quand elle était à court. Je payais les courses la plupart du temps. Je réglais les restos, les factures dès qu'elle disait qu'elle était à la traîne. Ça a vite chiffré. 50 par-ci, 100 par-là, 300 pour une facture quelconque. Mais je m'en fichais. Un couple, c'est une équipe, non? Parfois, l'un a besoin de plus d'aide, et on la lui donne parce qu'on est convaincu qu'il ferait la même chose pour vous. Environ 4 mois après son licenciement, Michel m'a demandé un prêt. Elle a abordé le sujet avec beaucoup d'hésitation, un soir où on dînait chez moi. Elle a dit qu'elle se noyait sous les factures, qu'elle ne savait plus quoi faire. Sa voiture avait besoin de réparation, 1500 $. La boîte de vitesse était en train de lâcher, et elle avait besoin de sa voiture pour ses rendez-vous clients. Son loyer tombait dans 5 jours, et elle n'avait pas assez de côté. Les relevés de cartes de crédit s'accumulaient, les intérêts l'étouffaient parce qu'elle ne payait que le minimum depuis des mois. Elle était stressée, elle avait même honte de demander, mais elle avait désespérément besoin d'aide, et j'étais le seul vers qui elle pouvait se tourner. Elle a demandé 4 000 $ au total. Elle disait que ça couvrirait tout, la voiture, le loyer, et qu'elle rattraperait son retard sur ses cartes pour que son score de crédit ne s'effondre pas. Elle a promis, c'était clair comme de l'eau de roche, qu'elle me rembourserait dès qu'elle recevrait son remboursement d'impôts, ce qui devait arriver environ 3 mois plus tard. Elle avait fait ses calculs. Elle pensait récupérer environ 6 000 $, compte tenu des déductions et du reste. Je n'ai pas hésité une seconde. Je lui ai dit « Bien sûr que je vais t'aider. C'est ce que font les partenaires. » Ce soir-là, j'ai viré 4 000 $ de mon compte épargne vers son compte courant. Je lui ai envoyé un SMS après pour lui confirmer le virement, en lui disant de me rembourser quand elle recevrait son chèque du fisc. Rien ne presse, je t'aime. Elle a répondu instantanément, en me remerciant 1000 fois, jurant de me rembourser dès que l'argent tomberait, me disant que je lui sauvais la vie et qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans moi. Elle a même mis un emoji cœur rouge à la fin. Je me sentais bien de l'aider. J'avais l'impression d'être un bon partenaire dans une période difficile. Les semaines sont devenues des mois. Le travail en freelance de Michel était toujours en dents de scie. Certaines semaines, elle décrochait 3 clients, d'autres, rien. J'ai continué à couvrir de plus en plus de ses dépenses, sans même compter.
Puis, environ 2 mois après le prêt, elle a mentionné, l'air de rien au téléphone, que son remboursement d'impôts était arrivé sur son compte. Elle était aux anges, elle disait qu'elle allait enfin pouvoir respirer, que c'était un soulagement de voir ce virement. Elle n'a pas dit un mot sur le fait de me rembourser, elle n'a pas évoqué notre accord, elle a juste parlé du stress qu'elle avait ressenti en l'attendant. J'ai patienté quelques jours, je me suis dit qu'elle avait peut-être d'autres trucs à régler d'abord, ou qu'elle comptait m'en parler d'elle-même. Une semaine a passé, pas un mot. J'ai abordé le sujet très naturellement un soir, alors qu'on regardait un film chez elle. Je lui ai demandé si, maintenant qu'elle avait reçu son remboursement, on pouvait discuter du remboursement du prêt. Son visage a changé d'un coup. Elle est passée instantanément de la détente à la défensive. Elle s'est tout de suite crispée, m'a dit qu'elle avait dû utiliser cet argent pour d'autres imprévus importants qui étaient tombés, qu'elle était toujours noyée sous les factures. Elle n'avait pas oublié. Elle finirait par me rembourser, c'était sûr. Mais elle ne pouvait pas dans l'immédiat. Les temps étaient toujours durs. Je lui ai dit que je comprenais que ce soit tendu financièrement. Mais je lui ai rappelé qu'elle m'avait promis de me rendre l'argent dès qu'elle recevrait son remboursement d'impôts. C'était l'accord qu'on avait passé. Elle s'est braquée direct, le ton est monté. Elle m'a dit que je lui prenais la tête pour une histoire de fric alors que je savais très bien qu'elle était fauchée. Elle a ajouté qu'elle détestait se sentir coupable alors qu'elle stressait déjà pour l'argent tous les jours. J'ai laissé tomber tout de suite. Je ne voulais pas de dispute et je ne voulais pas qu'elle se sente encore plus mal. Mais après ça, j'ai commencé à remarquer des trucs qui ne collaient pas. Quand j'allais chez Michel les semaines suivantes, il y avait de nouvelles fringues partout, des jeans de marque, des hauts qui coûtaient un bras, des chaussures loin d'être données. Pour quelqu'un qui se disait à sec, ça n'aurait pas dû être la priorité. J'ai vu un sac de créateur sur son comptoir qui valait dans les 600 $. Je le savais parce que je l'avais vu passer en ligne. Elle me disait aussi qu'elle sortait plusieurs fois par semaine avec des amis pour dîner ou prendre des verres, et elle postait des photos de restos branchés et de cocktails sur les réseaux sociaux. Elle claquait son fric comme si elle était blindée, alors qu'elle me devait 4 000 $ et prétendait s'en sortir à peine. Ça ne tenait pas debout, et ça commençait à me travailler. Pour être honnête, j'étais plus dépité qu'en colère. J'avais l'impression qu'elle faisait preuve d'une totale irresponsabilité. Comme je l'avais beaucoup aidée, j'ai tenté de remettre le sujet de l'argent sur le tapis environ 1 mois plus tard. J'ai essayé une autre approche, en lui demandant si on pouvait mettre en place un échéancier pour qu'elle me rembourse petit à petit. Elle s'est remise sur la défensive, instantanément. Elle m'a encore balancé que je ne la soutenais pas et que je la harcelais alors qu'elle traversait une période difficile. Elle a dit que je la faisais culpabiliser pour ses problèmes d'argent. J'ai encore lâché l'affaire et je me suis simplement dit que je ne reverrais jamais cet argent. C'était mort. Puis, environ 6 mois après le prêt, alors que j'avais totalement fait une croix sur mon argent, j'ai découvert que Michel me trompait. Elle avait laissé son téléphone chez moi après qu'on avait commandé à manger un soir, et un message s'est affiché sur l'écran alors qu'il était posé sur la table basse. Ce n'était clairement pas un message amical, et ça venait d'un certain Derek. J'ai pris le téléphone et j'ai ouvert la discussion. Il y avait des tonnes de messages qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Des projets de rendez-vous dans des hôtels, des allusions à leur partie de jambes en l'air, des photos et des vidéos de nus. J'en ai lu assez pour comprendre que ça durait depuis au moins 6 semaines, peut-être plus s'ils avaient supprimé des trucs. Le lendemain soir, quand Michel est venu chercher ses affaires, je lui ai dit calmement que j'avais vu les messages de Derek et que je savais tout. Elle n'a pas nié. Elle n'a même pas essayé de se trouver des excuses. Au lieu de ça, elle s'est mise en rogne, comme si c'était moi qui avais violé son intimité en regardant son téléphone. Elle a dit que de toute façon, notre couple était mort depuis des mois, et qu'elle avait besoin d'une attention que je ne lui donnais plus. Que j'étais trop à fond dans mon boulot, et que je ne prenais jamais de temps pour elle. C'était dur à entendre, mais je lui ai dit que c'était fini, et qu'elle ferait mieux de prendre ses affaires. Elle a accepté, froide comme la glace. Pendant qu'elle ramassait ses trucs dans la chambre et la salle de bain, j'ai reparlé de l'argent. Je lui ai dit qu'avant qu'elle ne parte pour de bon, il fallait qu'on discute des 4 000 $ qu'elle me devait. Michel s'est figée, puis elle s'est retournée lentement avec un regard calculateur, comme si elle pesait ses options. Elle a dit qu'elle n'avait pas la somme sur elle, qu'elle ne pouvait pas me rembourser tout de suite. J'ai répondu que je savais bien qu'elle n'avait pas tout,
mais qu'on avait besoin d'un plan de remboursement avec des dates précises. Quand pourrait-elle commencer à me payer? Elle a posé son sac de toilette et m'a demandé si j'allais vraiment lui réclamer de l'argent alors qu'on était en train de rompre. Est-ce que j'étais vraiment aussi mesquin que ça? J'ai répliqué qu'elle m'avait emprunté 4000 $ et qu'elle avait promis de les rendre. Notre rupture n'effaçait pas cette dette. Son visage s'est durci. Elle a dit qu'elle paierait quand elle le pourrait. Elle m'a dit d'arrêter de la harceler. J'ai répondu que je ne la harcelais pas, que je demandais juste un plan pour qu'on sache tous les deux à quoi s'en tenir. C'est là qu'elle a sorti un truc qui m'a scotché. D'une voix basse, elle m'a dit que je la faisais se sentir en insécurité. J'ai écarquillé les yeux, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» j'ai demandé. Elle a dit que j'étais agressif avec cette histoire d'argent et que mon ton et ma posture la faisaient se sentir menacée. Chez moi, dans mon propre appartement. J'ai dit aussi calmement que possible que j'étais parfaitement raisonnable. Je voulais juste savoir quand elle me rembourserait. Elle a chopé son sac et a foncé vers la porte en disant qu'elle avait besoin de s'éloigner de moi et que cette discussion la mettait mal à l'aise. Puis elle est partie, sans un mot de plus. Je suis resté planté là, dans mon appart vide, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Qu'elle me sorte d'un coup que je la faisais se sentir en insécurité, ça ressemblait à une manipulation. Mais je n'avais pas encore compris où elle voulait en venir. La semaine suivante, Michel est passé à autre chose. Elle a changé son statut amoureux sur les réseaux sociaux en un rien de temps. Elle a commencé à poster des photos avec Derek. Après environ un mois de silence, je lui ai renvoyé un message pour l'argent. Je suis resté sobre. Je lui ai demandé si on pouvait, s'il vous plaît, mettre en place un échéancier pour les 4000 $. Elle a répondu tout de suite. Elle m'a dit d'arrêter de la harceler pour le fric, qu'elle me paierait quand elle le pourrait, et que je devais la lâcher. J'ai renvoyé un message pour dire que je ne la harcelais pas, que je demandais juste l'argent qu'elle me devait et qu'elle avait accepté de me rembourser. Elle a répliqué que je lui prenais la tête et qu'il fallait que ça cesse. J'ai répondu que réclamer l'argent qu'on vous doit légalement, ce n'est pas du harcèlement. C'est juste normal. Pas de réponse. 2 jours plus tard, vers 20h, j'ai décidé de passer à son appartement. Je voulais juste discuter en face à face, trouver un plan de remboursement qui nous convienne à tous les deux. Je n'étais pas en colère ou quoi que ce soit, je voulais juste régler cette histoire de pognon. Pas question de faire cadeau de 4000 $ à quelqu'un qui m'avait trompé et qui maintenant faisait la morte. Je suis allé chez elle en voiture, je me suis garé. Je suis monté et j'ai frappé. J'ai attendu. J'ai frappé à nouveau, plus fort. J'ai entendu quelqu'un bouger à l'intérieur. C'était sûr. Il y avait de la lumière dans ce qui devait être sa chambre. J'ai crié que je savais qu'elle était là. Je voulais juste parler de l'argent. Est-ce qu'elle pouvait ouvrir, s'il vous plaît, pour qu'on discute? Rien. Silence radio. Sauf que je l'entendais bouger. J'ai frappé encore. J'ai dit que je ne partirais pas tant qu'on n'aurait pas parlé, qu'il fallait résoudre ça. Elle avait emprunté 4000 $ et promis de les rendre. On devait régler ça comme des adultes. J'ai vu un mouvement derrière les stores. Elle était bien là. Elle entendait absolument tout ce que je disais. Elle refusait simplement d'ouvrir. Après avoir frappé et demandé à parler pendant 10 minutes, alors qu'elle m'ignorait, j'ai laissé tomber et je suis parti, agacé mais pas vraiment inquiet. Je me suis dit que j'essaierais autre chose. Faire intervenir des amis, peut-être, ou envoyer un courrier. 3 jours plus tard, on m'a signifié un acte chez moi, une ordonnance de protection. Michel l'avait demandé contre moi. Je l'ai lu, l'estomac noué. Elle affirmait que je la harcelais depuis des semaines par message et appel, que je m'étais pointé chez elle sans y être invité, que je l'avais menacée pour une histoire d'argent, que je l'avais mise en insécurité. Sa déclaration disait que j'étais agressif et menaçant, qu'elle avait sincèrement peur de moi. Elle avait joint un enregistrement du soir où j'étais allé chez elle. Dans l'enregistrement, on m'entendait dire que je ne partirais pas tant qu'on n'aurait pas parlé, ce qui, hors contexte, sonnait un peu comme une menace, comme si j'étais là pour l'effrayer ou je ne sais quoi. Mais c'était monté, évidemment. Elle avait coupé tous les passages où j'étais calme, où je disais que je voulais juste parler du remboursement. Elle avait fait en sorte qu'on ait l'impression que j'étais là pour la menacer, pas pour réclamer mon dû. L'ordonnance était temporaire,
valable jusqu'à l'audience au tribunal 3 semaines plus tard. Je devais rester loin d'elle. Aucun contact, d'aucune sorte. Interdiction d'approcher de chez elle ou de son travail. Pas de SMS, d'appels, d'emails ou de réseaux sociaux. En cas de manquement, arrestation et poursuite. Le papier était clair là-dessus. Je suis resté assis là, les documents à la main, à essayer de comprendre ce qui se passait. Elle utilisait la loi contre moi. Elle utilisait une mesure de protection destinée aux vraies victimes pour éviter de me rembourser. Ma première réaction a été la colère. Je voulais l'appeler, l'incendier par message, lui dire qu'elle était folle. Mais je me suis arrêté. C'est ce qu'elle voulait. Que je viole l'ordonnance pour qu'elle puisse s'en servir contre moi. Je devais être malin. La première chose que j'ai faite a été de rassembler tout ce que j'avais sur ce prêt. J'ai retrouvé les messages où elle me demandait l'argent et promettait de me rembourser dès qu'elle recevrait son retour d'impôt. J'ai retrouvé le virement bancaire prouvant que je lui avais envoyé exactement 4 000 $ ce jour-là. J'ai retrouvé son message de remerciement disant qu'elle me rendrait tout dès que le remboursement arriverait. J'ai fait des captures d'écran des conversations suivantes où je réclamais l'argent et où elle se défilait. Tout était en ordre, dans un dossier sur mon ordi et dans un classeur. Ensuite, j'ai épluché tous nos messages des 6 derniers mois. Chaque SMS, message sur les réseaux, email. Je cherchais le moindre signe de menace ou d'abus. Il n'y avait rien. Chaque message était calme, raisonnable, respectueux. Je réclamais de l'argent, certes, mais sans jamais être menaçant, sans jamais être agressif, rien que l'on puisse qualifier de maltraitance. Tout ce qu'elle avait, c'était cet enregistrement tronqué de la fois où j'étais allé chez elle. Et même là, avec tout ce que j'avais réellement dit, ce n'était que moi demandant à parler de l'argent qu'elle me devait. Ensuite, j'ai pris un avocat. J'en ai trouvé une qui s'occupait de droit des contrats et d'ordonnances de protection. Je l'ai rencontrée en ville cette semaine-là. J'ai étalé toutes mes preuves sur sa table. Elle a tout examiné pendant une demi-heure, puis m'a dit que j'avais un bon dossier, mais qu'il fallait être prudent. L'ordonnance de protection, même si elle reposait sur des mensonges, était bien réelle. Si je l'enfreignais, même par accident, je serais arrêté. Cela ruinerait mon dossier. J'ai demandé ce que je devais faire. Elle a été directe. Suivre l'ordonnance à la lettre. Aucun contact avec Michel, sous aucun prétexte. Bloquer son numéro, ses mails, ses réseaux sociaux. Je devais rendre tout contact impossible. Même si j'avais un moment de faiblesse, elle ne devait pas pouvoir se dire qu'elle avait gagné, qu'elle m'avait fait taire. En attendant, on allait préparer l'audience, construire un dossier en béton. J'ai suivi ses conseils au pied de la lettre. J'ai immédiatement bloqué le numéro de Michel. J'ai bloqué ses emails. Je l'ai bloqué sur Facebook, Instagram, Twitter, la totale. Impossible de la contacter, même par accident. Je ne me suis pas approché de son appartement, ni de la boîte où elle venait de décrocher son nouveau poste en marketing. Je n'ai pas posé de questions à nos amis. Je n'ai pas cherché à savoir comment elle allait. Je n'ai rien publié en ligne qu'elle aurait pu voir. Je me suis volatilisé, exactement comme l'exigeait l'ordonnance de protection. Mais, de mon côté, j'ai aussi lancé une procédure, dans les règles. Une action auprès du tribunal des petites créances pour les 4 000 $ qu'elle me devait. En Californie, on peut réclamer jusqu'à 10 000 $ devant cette juridiction. Mon dossier était simple. Elle avait emprunté de l'argent, promis de me rembourser et n'avait pas versé un centime. Et j'avais des preuves écrites pour tout. Mon avocat m'a aidé à tout déposer correctement. On a joint toutes les preuves, les SMS, le virement bancaire, la totale. Michel recevrait la notification de l'assignation séparément de celle concernant l'ordonnance de protection. Ensuite, j'ai attendu l'audience pendant 3 semaines, laissant Michel croire qu'elle m'avait réduit au silence et qu'elle avait gagné. L'audience a finalement eu lieu un mardi matin, à 9 h, au tribunal de comté. Michel était là avec son avocate, une femme qui, apparemment, traitait des tonnes d'affaires d'ordonnance de protection et était réputée pour son agressivité. Moi, j'étais avec mon avocat, tiré à 4 épingles dans mon costume. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris, a appelé le numéro du dossier et a demandé à Michel de présenter ses preuves en premier pour expliquer pourquoi l'ordonnance de protection devait être maintenue. L'avocate de Michel s'est levée. Elle a prétendu que je harcelais Michel pour cette histoire d'argent depuis des mois, que je m'étais présenté chez elle sans y être invité,
que j'avais refusé de partir et que je l'avais terrifié pour sa sécurité. Ils ont passé l'enregistrement tronqué de moi devant sa porte. La juge a écouté attentivement, puis a demandé « Y a-t-il la moindre preuve de menace réelle et explicite ?» L'avocate a bafouillé, visiblement prise au dépourvu. Elle a affirmé que mon comportement et mon ton relevaient du harcèlement, que le fait de venir sans prévenir et de refuser de partir était menaçant et avait effrayé sa cliente. La juge a reposé la question, plus précisément cette fois. Y a-t-il eu des menaces explicites de violence physique ou de dégradation de biens? L'avocate a répondu, d'une voix un peu faiblarde, que mon insistance et mon refus de partir avaient créé un climat de menace. La juge n'avait pas l'air convaincue, mais lui a fait signe de poursuivre. Ils ont montré des extraits choisis de SMS où je réclamais le remboursement, sortis de leur contexte pour me faire passer pour un type obsédé par l'argent. Mais ils n'ont pu produire aucune menace réelle, car je n'en avais jamais proféré. Pas une seule. Puis ce fut notre tour. Mon avocat s'est levé calmement et a exposé notre version. Il a expliqué à la juge que cette ordonnance de protection servait à esquiver le remboursement d'une dette légitime et que j'avais prêté 4 000 $ à Michel avec des preuves claires de l'accord et de sa promesse de remboursement. Lorsqu'il a demandé à être remboursé, elle a déposé cette fausse demande d'ordonnance pour le faire taire et se soustraire à sa dette. Mon avocat a montré toutes nos pièces à la juge, une par une. Le message initial de demande d'emprunt et la promesse de remboursement. Le virement bancaire prouvant l'envoi des 4 000 $. L'intégralité de la conversation SMS montrant que toutes ces demandes de remboursement étaient calmes, raisonnables et respectueuses. Il a également saisi le tribunal des petites créances pour cette dette, ce qui prouve qu'il s'agit d'un litige financier et non d'une situation de harcèlement. L'enregistrement audio est tronqué et sorti de son contexte. Mon avocat a précisé « Mon client s'est rendu chez elle une seule fois pour parler du remboursement. Il a frappé et a demandé à discuter. Ne voyant personne répondre au bout de 10 minutes, il est parti. Ce n'est pas du harcèlement. » C'est un créancier qui cherche à obtenir le remboursement d'une dette documentée. La juge a tout examiné avec soin, demandant à voir l'historique complet des messages que mon avocat avait imprimés avec les dates et heures. Elle a passé quelques minutes à lire. Puis, elle a demandé directement à Michel si je l'avais déjà menacé de violence physique. Michel a hésité, visiblement mal à l'aise, avant de répondre que mon comportement l'avait fait se sentir menacé. La juge a répliqué fermement « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Elle lui a de nouveau demandé si j'avais explicitement menacé de lui faire du mal physiquement. Michel a fini par admettre à voix basse « Non, il n'a rien dit de tel. » La juge a demandé ce qui s'était passé quand j'étais allé à son appartement. Michel a prétendu que je réclamais de l'argent sans cesse, plus de 3 fois en une semaine, ce qui était un mensonge. Elle a affirmé que j'étais resté devant chez elle pendant un long moment. Mais comme elle ne pouvait pas prouver que j'avais tenté de forcer l'entrée ou que je l'avais menacé, son dossier ne tenait pas la route. La juge n'était clairement pas impressionnée. Elle a reposé les papiers et s'est adressée à nous d'un ton sec et sévère. La juge a déclaré que le tribunal n'était pas le lieu pour que les anciens couples se disputent pour de l'argent ou des histoires personnelles. Elle a souligné que Michel m'avait emprunté de l'argent et avait promis par écrit de me rembourser. J'avais tout à fait le droit de récupérer mon dû par la voie légale, et c'était précisément la raison pour laquelle j'avais saisi le tribunal des petites créances. Elle a foudroyé Michel du regard, déclarant qu'utiliser une mesure d'éloignement pour échapper à une dette réelle était inadmissible. Ces ordonnances sont là pour protéger les gens d'une violence véritable, pas pour entuber ceux qui essaient de récupérer l'argent qu'on leur doit. La juge a parcouru des documents une dernière fois, puis a rendu sa décision. L'ordonnance de protection est levée, avec effet immédiat. J'étais libre de lancer ma procédure devant le tribunal de proximité. Elle a dit à Michel qu'elle avait de la chance de ne pas être sanctionnée pour avoir déposé ce qui ressemblait fort à une demande bidon. Elle lui a vivement suggéré de payer sa dette avant l'audience. Puis elle a martelé son bureau de son marteau. « L'audience est levée. » Un immense soulagement m'a envahi. Enfin. Michel semblait totalement sous le choc, livide. Son avocat a ramassé ses dossiers et a pratiquement détalé de la salle.
Ma propre avocate a esquissé un petit sourire. C'était parfait. On pouvait enfin se concentrer sur l'affaire des petites créances. Je l'ai remercié. J'ai regardé Michel et son avocat s'enfuir du tribunal sans même m'accorder un regard. 3 semaines plus tard, nous étions devant le juge de proximité, un homme d'un certain âge, la cinquantaine environ. J'ai exposé mon dossier, présenté à nouveau toutes les preuves. Les SMS confirmant l'accord de prêt, le virement bancaire, la promesse de Michel de me rembourser avec son retour d'impôt. Et la preuve qu'elle l'avait reçu depuis des mois et qu'elle l'avait claqué pour autre chose. Je n'avais pas vraiment besoin d'avocat pour ce tribunal, puisque les gens s'y défendent généralement seuls, mais mon avocate m'avait coaché sur la manière de tout présenter. Michel, elle, n'avait pas d'avocat. Celui qui l'avait représenté pour la mesure d'éloignement ne faisait pas de petites créances, j'imagine. Michel a tenté de jouer sur la corde sensible, en se posant en victime. Elle a prétendu que j'essayais de la contrôler, même après notre rupture. Elle a soutenu que le prêt était en fait un cadeau, que j'utilisais la justice pour la harceler et lui pourrir la vie. Le juge l'a coupée net pour lui demander si elle avait la moindre preuve qu'il s'agissait d'un don et non d'un prêt. Elle a répondu que non, rien de tel. Il lui a demandé si elle avait promis par écrit de rembourser. Elle a hésité. Finalement, elle a admis avoir évoqué le remboursement une fois son retour d'impôt reçu. Mais c'était juste une façon de parler. Le juge lui a demandé de but en blanc si elle avait reçu ce remboursement. Michel a gardé le silence. Il lui a ordonné de répondre. Elle a admis que oui. Il lui a demandé quelle part elle m'avait remboursé. Elle a répondu « rien », puis a tenté d'expliquer qu'elle avait d'autres factures plus importantes. Le juge a rétorqué que cela n'avait aucune importance. Les preuves montraient clairement qu'elle avait emprunté 4 000 $ et promis de les rendre. Elle avait admis sa dette par écrit à plusieurs reprises. Elle avait touché l'argent qu'elle comptait utiliser pour me rembourser et avait choisi de ne pas le faire. Il a parcouru les documents une dernière fois avant de rendre son verdict. Il a tranché en ma faveur. Michel me devait 4 000 $, plus les 75 $ de frais de dossier. Total, 4 075 $. Elle avait 30 jours pour payer ou établir un plan de remboursement avec moi. Sinon, il ordonnerait une saisie sur son salaire ou sur ses comptes bancaires. Un autre coup de marteau. Clac. Affaire classée. J'avais gagné. Michel a quitté la salle en trombe, le visage cramoisi, totalement humilié par ce jugement public en sa défaveur. J'ai ressenti une satisfaction incroyable. Toute cette histoire avait été stressante et frustrante pendant des mois, mais justice était enfin rendue. 30 jours ont passé. Michel n'a pas versé un centime, ni même pris contact pour un échéancier. Elle a simplement ignoré l'ordre du tribunal. Je suis donc retourné voir mon avocate pour savoir comment récupérer l'argent concrètement. Elle m'a expliqué comment faire exécuter le jugement. Je pouvais faire saisir son salaire si elle travaillait ou piocher directement dans son compte en banque. J'ai fouillé un peu, vérifié ses réseaux sociaux qui étaient toujours publics. J'ai découvert que Michel occupait un poste à plein temps dans le marketing pour une boîte de taille respectable. Fini le freelancing. Cela signifiait qu'elle avait des fiches de paie régulières qui pouvaient être saisies. Mon avocate a déposé la demande de saisie-arrêt auprès du tribunal. Le tribunal a validé. L'ordre a été envoyé au service de la paie de l'entreprise de Michel avec instruction de commencer à prélever de l'argent sur son salaire dès le mois suivant. Un certain montant, basé sur la loi californienne et ses revenus, me serait automatiquement versé jusqu'à ce que la dette, intérêt compris, soit intégralement remboursée. Elle n'avait plus le choix. Aucun moyen de l'empêcher. À chaque jour de paie, elle verrait l'argent quitter son compte pour arriver directement sur le mien. Le système était automatique et elle ne pouvait absolument rien y faire. La saisie a commencé environ 6 semaines après le jugement. Le premier versement est arrivé sur mon compte, un virement direct du tribunal. Puis un autre le mois suivant, et encore un autre après ça. Réglé comme du papier à musique. À ce rythme, vu ce qu'elle gagnait, il faudrait environ 18 mois pour tout solder. La dette, les frais, les intérêts, la totale. Mais honnêtement, le délai m'importait peu. Ce qui comptait,
c'est qu'elle soit enfin mise face à ses responsabilités. Elle avait essayé d'utiliser la loi comme une arme contre moi, et cela lui était revenu en pleine figure. Sa mesure d'éloignement? Balayée en public. Le juge lui a passé un savon pour avoir déposé des plaintes abusives. Elle a perdu son procès aux petites créances, condamnée publiquement, et tout cela figure désormais à son dossier. Aujourd'hui, sur chaque fiche de paie, une part me revient directement, automatiquement. Pendant 1 an et demi, son plan s'est retourné contre elle en beauté, et aux yeux de tous. Je repensais à tout ça l'autre soir, en consultant la dernière alerte de saisie sur mon téléphone. Michel pensait qu'une ordonnance d'éloignement me ferait taire, qu'elle me ferait trop peur pour que je réclame mon dû. Elle espérait s'en tirer avec les 4 000 $ qu'elle me devait en bonne et due forme. Mais je n'ai pas enfreint l'ordonnance une seule fois. Je l'ai suivie à la lettre. J'ai profité de ce temps pour monter mon dossier, préparer mes billes et porter plainte dans les règles. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné pendant que je préparais tranquillement de quoi démolir sa stratégie. Quand nous nous sommes enfin retrouvés au tribunal, c'était l'évidence même pour les deux juges. C'était elle qui jouait de façon malhonnête avec le système. Moi, je cherchais simplement à régler une dette légitime. On ne gagne pas en criant plus fort ou en étant plus agressif. On gagne en restant calme, en suivant les règles et en laissant leurs mensonges s'effondrer sous le poids des preuves. Le coût de l'ordonnance d'éloignement de Michel, c'est désormais inscrit de façon permanente à son dossier public. Quiconque tape son nom sur Google tombera dessus, déposé, puis rejeté quelques semaines plus tard. Qualifié d'abusive. Le jugement des petites créances aussi, une trace publique montrant qu'elle a emprunté de l'argent et refusé de payer jusqu'à ce que la justice l'y contraigne. Sa crédibilité est en lambeaux pour toute future affaire judiciaire. La relation s'est mal finie, la rupture a fait mal. Découvrir la vérité sur Derek a été affreux, mais au moins, j'ai obtenu justice pour l'histoire d'argent. Au moins, je ne l'ai pas laissé s'en tirer après avoir tenté d'utiliser les tribunaux contre moi. Au moins, j'ai prouvé que le calme et la stratégie l'emportent sur la vengeance émotionnelle à tous les coups. Avec le recul, voici ce que j'ai appris de tout ça. Gardez tout. Toujours. Chaque reçu, chaque promesse, chaque conversation. On ne sait jamais quand on aura besoin de preuves pour se protéger. Restez calme, quoi qu'il arrive. Quand quelqu'un essaie de vous chercher des noises, plus vous vous énervez, plus vous faites son jeu. En restant de marbre, j'ai gardé ma crédibilité pendant que ces affirmations tombaient à l'eau. Suivez les ordres du tribunal à la lettre, même s'ils sont injustes. L'ordonnance d'éloignement reposait sur des mensonges, mais l'enfreindre ne m'aurait causé que du tort. En y obéissant, j'ai montré au juge que j'étais raisonnable et qu'elle, elle était manipulatrice. Utilisez le système correctement au lieu de le combattre. J'aurais pu affronter Michel, lui mettre la pression via des amis. À la place, j'ai saisi le tribunal des petites créances, la voie légale pour recouvrer une dette. Laisser les mensonges des gens s'autodétruire. Je n'ai pas eu besoin de convaincre les juges que Michel mentait. J'ai simplement montré la vérité et les ai laissés voir les failles dans son récit. La patience l'emporte sur la colère. Il s'est écoulé des mois entre le prêt et la saisie, mais en étant patient, j'ai obtenu un bien meilleur résultat que n'importe quelle dispute n'aurait pu m'offrir. Certaines personnes essaieront de tout retourner contre vous. Même les systèmes censés aider les véritables victimes. La seule défense, c'est d'être irréprochable, d'avoir des dossiers solides et de laisser la vérité faire son chemin. Parfois, la meilleure des vengeances n'en est pas une. C'est juste la justice. Une justice lente, constante, inévitable. Et c'est exactement ce que j'ai fini par obtenir.